protocole, cette convention, on va dire. Des moyens humains? Oui. Il n'y a pas de moyens humains, c'est le maire qui reçoit les gens. Donc, Oui, mais pour recevoir les gens, il faut que vous ayez été avertis de tel délit et tout ça, je suppose. Après, c'est les remontées qui sont faites. Il faut d'abord une constatation. Donc, ça peut être des problèmes de voisinage. C'est pas forcément un délit. Hein. Ça peut être des problèmes de voisinage ou quoi. Donc, quand il y a un constat et la liste est suffisamment cadrée et restrictive pour que ça rentre dans un cadre. Donc, on s'appuie essentiellement sur les services de la police municipale. Sur la police municipale, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, un constat, c'est un constat de police municipale. On ne va pas se contenter des dires d'une personne d'ailleurs, c'est bien stipulé dans la note, il faut un constat. Donc, les seuls à être habilités à faire des constats, ce sont la police municipale. Sachant qu'il y a des exclusions, vous avez vu, hein, mais voilà, quand il y a des procédures judiciaires, tout ça, c'est exclu du champ du rappel à l'ordre. Y a-t-il d'autres? Oui, monsieur Diaz. Monsieur le maire, chers collègues, petite question, vu qu'on parle de police municipale, qu'en est-il des recrutements des 2 ASVP au niveau du déroulé, savoir où vous en êtes de la procédure? Alors, je vais vous répondre, mais de façon très rapide. La procédure suit son cours et on en a reçu, on a rentré 2 de plus, mais voilà, on est hors du cadre du rappel à l'ordre, mais les effectifs de la police municipale, c'est pas le cas. Mais il y en a 2 qui rentrent au mois d'août, puisqu'ils sont déjà en poste, donc il fallait un délai de 3 mois pour. Donc on va renforcer les effectifs de 2 agents supplémentaires. Et du coup, petite question, je pense que ça pose pas de souci, bien évidemment, si notre équipe demande le déroulé de la sélection avec les profils. Parce qu'étant donné que normalement, il me semble que c'est des documents qu'on peut nous mettre à disposition sur demande. Bien sûr, anonymisés. On vous répondra, oui. Si c'est des procédures, je ne sais pas si le recrutement du personnel, ça rentre dans le cadre des documents administratifs. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Non, au niveau des profils, qui ont postulé, savoir si ils ont l'expérience nécessaire au poste, que tout se déroule dans la conformité. Il faut déjà qu'il soit agent police municipale. Donc déjà, c'est déjà un premier critère. S'il n'est pas agent de la police municipale, il ne sera pas recruté. Mais après, on a des profils de façon différents. Il y en a qui sortent d'un concours et d'autres qui sont déjà en poste. Donc chaque candidat est différent et a son profil différent. Parce qu'il me semble, je m'excuse, que pour être ASVP, il faut déjà avoir le statut de fonctionnaire. ASVP et policiers municipaux. Oui. Là, on parle des 2 postes de police municipale. On ne parle pas du ASVP. Merci. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 2 concernant l'approbation de l'adhésion au groupement de commandes initié par 7 Aglopole Méditerranée pour divers besoins de la ville et la signature de la convention. Et c'est Geneviève Feuillassé qui nous la présente. Merci, monsieur le maire. Les groupements de commandes sont un levier stratégique permettant de mutualiser les besoins des communes, de réaliser des économies d'échelle et d'assurer une plus grande efficacité dans la gestion des marchés publics. Ce dispositif, offert par la communauté d'agglomération à ses communes membres, permet ainsi d'optimiser les ressources, de simplifier les démarches administratives et de garantir une gestion efficace et solidaire des finances publiques locales. Donc la ville de Ballaruc-les-Bains, excusez-moi, la ville de Ballaruc-les-Bains souhaite adhérer à ce groupement de commandes pour ses besoins propres, donc pour certaines familles d'achat, donc le matériel de location courte durée, fourniture d'outillage, fourniture de bois et dérivés, prestations de géomètres, mobilier pour les festivités, fourniture administrative, équipement sportif, fourniture de vêtements et de protection individuelle et prestations de sonorisation. Vous avez les montants maximum alloués qu'on a décidé pour chaque année et le montant maximum pour 4 ans. Donc la convention, elle est pour 4 ans, puisque celle qu'on avait signée précédemment arrive à échéance. Compte tenu de tous ces éléments, il vous est demandé d'approuver les termes de la convention de groupement, s'il y a un excès, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Geneviève. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 3, concernant l'adoption de la grille tarifaire des spectacles et abonnements, et c'est Isabelle Giordano qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire. L'adoption d'une politique tarifaire incitative et accessible constitue une priorité majeure du projet culturel balarucois. Elle s'inscrit pleinement dans la réalité socio-économique du territoire et de sa population. En 2022, une nouvelle grille tarifaire plus lisible, cohérente et abordable a été mise en place et validée. Le conseil municipal a également approuvé la création de cartes abonnement spectacle afin de favoriser l'accès du plus grand nombre à une offre culturelle riche et diversifiée à des tarifs attractifs. Pour les prochaines saisons culturelles, les spectacles sont désormais répartis selon 4 niveaux tarifaires, allant de la découverte à la tête d'affiche. Vous avez le tableau qui suit. Sont rappelées ci-près les dispositions en vigueur complétées des évolutions proposées. Maintien du tarif 1, découverte et augmentation de 1 € des tarifs 2, 3 et 4. Harmonisation des tarifs entre saisons culturelles et estivales afin de simplifier la gestion de la billetterie. Enregistrement annuel unique auprès de la trésorerie et de réduire les coûts d'impression. Reconduction de la gratuité pour les moins de 3 ans et d'un tarif unique de 3 € pour les moins de 18 ans, quel que soit le spectacle, afin de favoriser l'accès des jeunes et des familles au piano-tiroir. Application du tarif réduit aux Balarucois, détenteurs de la carte SAM, curistes et touristes détenteurs de la carte BIP, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi ainsi que de familles nombreuses à partir de 3 enfants sur présentation d'un justificatif. Pérennisation du dispositif suivant. Une action culturelle suivie donne droit à une invitation au spectacle correspondant. Concernant les abonnements, abonnement absolu, maintien de la formule actuelle à 7,50 € par spectacle. Le montant de l'abonnement est réévalué chaque saison en fonction du nombre de spectacles avec billetterie programmée au piano-tiroir. Abonnement découverte, reconduction de la formule à 60 € pour 6 spectacles, soit 10 € par spectacle. Parmi ces 6 spectacles, 3 sont imposés, les 3 autres étant laissés au choix de l'abonné. Compte tenu de ces éléments, il est demandé à l'Assemblée délibérante de valider les nouvelles propositions tarifaires, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à la culture, aux festivités, au patrimoine et aux anciens combattants à signer les décisions relatives à la fixation des tarifs de billetterie des spectacles, ainsi que toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à la mise en vente des billets. Merci Isabelle. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 4 concernant la fixation des tarifs des nouvelles prestations proposées par le Centre nautique municipal Manureva pour l'année 2026. Et c'est Stéphanie Philipponnet qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération s'inscrit dans la continuité des actions menées par la commune pour améliorer l'accessibilité et l'attractivité du centre nautique Manureva. Elle vise d'une part à renforcer les dispositifs tarifaires existants en intégrant le SAMPAS développé par cette Aglopole Méditerranée afin de faciliter l'accès des habitants aux équipements et aux activités proposées. D'autre part, la commune poursuit le développement de son offre en proposant de nouvelles activités à destination des familles et du jeune public, contribuant ainsi à dynamiser le site et à diversifier les usages. Enfin, cette délibération s'inscrit dans le cadre habituel de la révision annuelle des tarifs, permettant d'adapter l'offre aux évolutions des services et aux objectifs de fréquentation. Elle traduit ainsi la volonté de la collectivité de concilier l'accessibilité, la qualité de service et l'attractivité du territoire. Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver les ajustements présentés dans la grille tarifaire du centre nautique municipal Manureva pour l'année 2026, incluant les réductions pour les détenteurs des cartes BIP, Vegas et PASS, ainsi que les ajustements nécessaires au bon fonctionnement et les nouvelles prestations proposées. Merci Stéphanie. Y a-t-il des questions? Madame Pérez? Oui, ce serait pour savoir l'évolution de la fréquentation du centre sur l'année 2025.
Bah là, ça concerne les tarifs. Moi, je n'ai que des informations concernant les tarifs, les augmentations, les diminutions, etc. Oui, mais en fait, c'est pas sur les tarifs, vu qu'on parle du centre Manureva, donc c'est pour savoir justement comment... Là, c'est ce qu'on demande de voter. La note fait référence aux tarifs. Oui, bon. Oui, après, on peut quand même poser la Sur question. l'actif 2, tout à fait, on Merci, peut monsieur tout le poser, il n'y maire. a pas de souci. Enfin, il y a un bilan qui est fait, bien sûr, on reviendra devant le conseil municipal pour vous donner l'information. Parce que Oui, là, parce que je m'excuse, il n'y a rien de déplacé en posant du cette tout. question. Non, non, il n'y a pas de déplacé. On n'a pas la réponse, on amènera. Pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 5 concernant la révision des durées, des modalités tarifaires et des tarifs applicables aux concessions funéraires qui nous est présentée par Sophie Esco. Allez, ça y est. Il est proposé à la révision des durées, des modalités tarifaires et des tarifs applicables aux concessions funéraires pour les 2 cimetières, celui de la Cadole et Saint-Pierre. Les cases de columbarium, désormais les tarifs seront fixés à la case de columbarium et non plus selon un nombre prédéfini d'urnes. Il est également proposé de réviser les durées et les tarifs de manière suivante. Concession d'une case de columbarium pour une durée de 15 ans, 948 €. Concession d'une case de columbarium pour une durée de 30 ans, 1650 €. Concession d'une case de columbarium pour une durée de 50 ans, 2400 €. Les présentes durées et tarifs s'appliquent à l'ensemble des concessions nouvelles ainsi qu'à leur renouvellement à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Les emplacements de terrain. Il est proposé de concéder temporairement des emplacements de terrain d'une superficie de 2 mètres carrés sans caveau. Au cimetière Saint-Pierre, une autorisation de travaux pour un caveau surélevé sera accordée et non plus pour un caveau enterré. Les durées proposées seront alignées à celles des cases de columbarium, soit 15, 30 ou 50 ans. Concession d'un emplacement de 2 mètres carrés sans caveau pour une durée de 15 ans, 620 €. Concession d'un emplacement de 2 mètres sans caveau pour une durée de 30 ans, 980 €. Concession d'un emplacement de 2 mètres sans caveau pour une durée de 50 ans, 1550 €. Ces tarifications s'appliquent à l'ensemble des concessions nouvelles ainsi que leur renouvellement. De plus, les emplacements existants déjà pourvus d'un caveau pourront faire l'objet de reprises par la commune. Compte tenu des éléments ci-dessous, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver les nouvelles modalités d'acquisition de cases funéraires au columbarium, ainsi que les tarifs et les durées appliquées indiqués ci-dessus, d'approuver les nouvelles modalités d'acquisition d'emplacement de terrain sans caveau d'une superficie standard de 2 mètres carrés, ainsi que les durées et les tarifs indiqués ci-dessus, et d'abroger la délibération numéro 25 CM 03015 du 12 mars 2025. Merci. Merci Sophie. Y a-t-il des questions? Madame Pérez? Juste, peut-être j'ai pas fait attention, c'est pour savoir de l'évolution des tarifs par rapport à la grille de 2025 à peu près. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation. On rajoute juste des durées de concession qui n'étaient pas. Et on rajoute surtout les emplacements, puisqu'il n'y aura plus de pleine terre sur le cimetière Saint-Pierre, vu la problématique d'inondation. Donc on vendra des terrains de 2 mètres carrés sans caveau. Les durées de concession sont les mêmes? On a augmenté les durées de concession pour les columbariums, puisqu'on était 15 et 30 ans, on a rajouté 50 ans pour le columbarium. Et pour le reste, c'est la même chose, C'est la même chose. 15 ans, 20 ans et 50 ans. Voilà. C'est des prix comparables à d'autres communes? Oui, tout à fait. On est dans la fourchette, on est à peu près comme à Ballarugue-le-Vieux, on a comparé par rapport au... Et dans le cadre de renouvellement, on c'est noté, appliquera ce tarif. c'est noté dans la note, les tarifs on s'appliqueront appliquera ce tarif. comme ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie.
Nous passons maintenant à la note numéro 6 qui concerne la modification du tableau des effectifs et c'est Jean-Marc Biot qui nous la présente. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, chers collègues, cette délibération a pour objet une modification du tableau des effectifs comme il est courant dans ce conseil, comme dans toutes les communes de France, tant les effectifs fluctuent au gré des départs, des arrivées et de la variation saisonnière. Considérant que les besoins des services le justifient, il y a donc lieu de procéder à la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. Vous trouverez donc le tableau des effectifs modifié au 24 juin. Compte tenu de ces éléments, il est demandé à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur cette modification. Merci. Merci Jean-Marc. Y a-t-il des questions? Madame Pérez. C'est pour quel service ce poste et les compétences requises? C'est pour les services techniques. Donc, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un départ à la retraite ou un agent qui s'en va, on ferme les postes et on emploie entre-temps des personnes en CDD, en contrat. Et quand on souhaite les titulariser, on réouvre le poste avant de les titulariser. Donc, c'est un poste sur le service Wari. Voilà. En fait, il y a déjà, entre guillemets, un contractuel dessus, quoi, pour le Oui, titulariser. il y avait déjà quelqu'un qui était là en contrat et qui titularisé, stagérisé, puis titularisé. Mais on avait fermé le poste et là, on est obligé de le réouvrir. Voilà, puisque on doit avoir une lecture vraiment précise à l'instant T des personnels de la commune. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Sauvert? Oui, en complément de ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a une stratégie qui est prévue à moyen terme, long terme, sur le recrutement de fonctionnaires sur la commune? Compte tenu de ce qu'on a vu, nous, en débat budgétaire, où on voit quand même qu'en fonctionnement avec la GTV, il y a une augmentation, qu'on a des recettes qui ne bougent pas trop. De toute façon, il faut assurer le service public. Donc, on a pour résolution de remplacer poste pour poste. Donc, soit si des personnes quittent la commune ou des départs à la retraite, on les remplace, forcément. Donc, la stratégie... Et la stratégie aussi, c'est aussi quand des personnels s'en vont, de voir si éventuellement on peut améliorer le poste, le mutualiser. Voilà. Donc, il y a une stratégie, c'est ma question. Oui, il y a une stratégie. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 7 concernant la dénomination des voies et espaces publics qui nous est présentée par Alain Course. Merci, Monsieur le maire. À la demande de l'association Le Souvenir Français visant à honorer l'action mémorielle de son comité local, notamment la transmission des jeunes auprès des jeunes générations, la commune souhaite valoriser les acteurs locaux engagés dans le devoir de mémoire. La municipalité a proposé de donner au rond-point situé rue du Stade, dans le prolongement du parking de la Vise, une dénomination en lien avec cette action mémorielle. La dénomination des voies et espaces publics relève du libre choix du conseil municipal et que la présente décision est exécutoire par elle-même. Pour concrétiser l'action communale attachée à la valorisation du patrimoine mémorial et à la reconnaissance des associations œuvrant pour la mémoire nationale, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la dénomination du rond-point situé rue du Stade dans le prolongement du parking de la Vise, rond-point du Souvenir Français, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, notamment les actes de notification, les commandes de signalétique et les mises à jour des documents communaux. Je vous remercie. Merci Alain. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la note numéro 8 concernant une cession à titre onéreux de la parcelle de la ZAC des Nieux entre la commune et la SAS ZAC des Nieux Aménagement, modification de l'échéance de paiement et des parcelles à céder. Se déporte Madame Curto et c'est Angèle Fernandez qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire.
En décembre 2025, la commune a acquis auprès de l'EPF d'Occitanie un ensemble de parcelles représentant environ 36 886 m² pour un montant de 1 087 000 d'euros hors taxes. Ces terrains avaient vocation à être ensuite cédés aux concessionnaires chargés de l'aménagement de la ZAC. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, il apparaît que 3 parcelles ne doivent finalement plus être cédées, les parcelles AO 143, AO 859 et AO 861. C'est les parcelles qui jouxtent le chemin d'Eyne. Elles supportent des infrastructures relevant du domaine public communal et sont donc inaliénables, sauf déclassement préalable, ce qui n'est pas envisagé. Elles doivent de ce fait rester dans le patrimoine de la commune. En conséquence, il faut retirer partiellement les délibérations antérieures qui prévoyaient leur cession. La cession portera finalement sur 14 parcelles pour une surface totale d'environ 36 439 m² au prix de 50,71 € le mètre carré, soit un montant d'environ 1 847 822 € hors taxes. Les détails des parcelles concernées vous sont donnés dans le projet de délibération. Et je rajoute qu'il est important de porter à votre attention qu'une stipulation complémentaire à la note explicative de synthèse jointe aux convocations a été ajoutée à la demande des notaires. En effet, 12 m² devront être ajoutés à la surface finale cédée, portée ainsi à 36 451 m², en raison de modifications cadastrales intervenues entre l'acquisition des parcelles par la commune et leur cession. L'échéancier se trouve légèrement décalé sans modification des montants. 600 000 € plus tard, le 30 septembre 2026, qui était initialement programmé en juin 2026. 600 000 € en décembre 2026 restent inchangés et le solde en décembre 2027. Les conditions juridiques déjà votées sont maintenues et restent inchangées. Il vous est donc demandé de retirer partiellement la délibération du 10 décembre 2025 concernant les parcelles AO 859 et AO 861, de retirer la délibération du 22 avril 2026, d'approuver la cession des 14 parcelles restantes pour un montant d'environ 1 085 000 € et de la modification de l'échéancier et d'autoriser le maire à signer l'acte de cession et tout document nécessaire. Merci. Merci Angèle. Y a-t-il des questions, Madame Pérez? Oui, c'est concernant le retrait de la parcelle AO 143. C'était pour savoir si c'était lié au retour du rapport des personnes publiques associées. Des options, non? Et du coup, par rapport au rapport des PPA, la dernière fois, au dernier conseil, au des premiers conseils, vous avez dit qu'il était, vous l'aviez, et qu'il était, non, je ne sais plus dans quel service. Et on vous avait fait la demande. On vous a fait une demande par 2 fois aussi par courrier. Et nous sommes toujours dans l'attente du retour de ce rapport des PPA. Mais parce qu'on n'a toujours pas terminé l'analyse avec le bureau d'études. On est encore en train de travailler dessus. Oui, mais vous pouvez y travailler dessus, mais vous pouvez nous l'envoyer quand même. Parce que ça fait 6 mois, ça fait quand même 3 fois qu'on le demande. Oh, ça fait pas 6 mois qu'on a eu le retour. Non, non. Ah ben, depuis décembre. Décembre, 3 mois, ça fait février, mars. On vérifie, mais il me semble qu'on vous l'a envoyé. Non, vous ne me l'avez pas envoyé. Vous m'avez dit que c'était, vous voulez m'envoyer autre chose, mais ça n'a pas été envoyé. Le rapport du PPA n'a pas été envoyé. Oui, je l'ai demandé, on a envoyé 2 mails. On a envoyé 2 mails et ben, Si ce n'est pas fait, ça sera fait. D'autres questions, Monsieur Sauvert? Oui, ces 2 parcelles qu'on a retirées donc du lot, c'est les parcelles qui sont contiguës sur la voie, c'est ça? Et ça peut être déclassé, ça, normalement, non? Pourquoi on ne le fait pas? Non, parce que, excusez-moi, ça va être du domaine public. La voie va passer à cet endroit-là. On aura où la partie piéton ou vélo. Ah, donc ça restera. Vous voulez le considérer sur le domaine public. Pour la voirie, parce que voilà. sinon, ça peut être déclassé, ça reste dans le domaine public. Le droit privé de la commune et est vendu. Non, ça restera dans les aménagements de voirie ou du parc à venir ou autre. Ça dépend des aménagements qui vont être faits. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons
à la note numéro 9 concernant l'aménagement du secteur des Nieux, avenant numéro 2 au contrat de concession d'aménagement de la ZAC des Nieux et de ses abords. Dominique Curteau reste déporté. C'est Elisabeth Torrent qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire. Considérant que les parcelles cadastrées section AO 859 et AO 861 supportent des infrastructures relevant du domaine public communal, considérant que la découverte de l'appartenance de ces deux parcelles au domaine public constitue une circonstance imprévue au sens de l'article R 3135-5 du Code de la commande publique, considérant que la cession de la parcelle AO 143 à l'aménageur n'apparaît pas justifiée, celle-ci étant située en zone de mise en défense environnementale et ne devant pas faire l'objet d'aménagement dans le cadre du projet. Considérant les éléments susvisés, il convient de procéder à une modification de la liste des parcelles devant être cédées à l'aménageur. Considérant que la présente modification revêt un caractère non substantiel au sens de l'article R 3135-7 du Code de la commande publique, dès lors qu'elle ne modifie ni l'objet ni la nature globale du contrat, qu'elle ne remet pas en cause son équilibre économique en faveur de l'aménageur et que les ajustements envisagés demeurent d'une ampleur limitée, considérant que cet ajustement entraîne également une révision de l'échéancier de paiement des terrains de l'aménageur à la commune qui se présente désormais comme suit: une première échéance de 600 000 € hors taxe au plus tard le 30 septembre, deuxième échéance 600 000 € hors taxe au plus tard en décembre 2026, troisième échéance paiement du solde au plus tard en décembre 2027, considérant qu'en conséquence il y a lieu de modifier les termes du traité de concession d'aménagement et de remplacer ses annexes 1 et 5, ces modifications non substantielles doivent être effectuées par voie d'avenant. Compte tenu de tous ces éléments, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la signature de l'avenant numéro 2 au traité de la concession d'aménagement pour la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC des Nieux et de ses abords dans les conditions ci-dessus rappelées, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer l'avenant au traité de concession d'aménagement et ses annexes, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à prendre toute mesure utile et d'établir tous les actes nécessaires à la notification et la prise d'effet de cet avenant au traité de concession d'aménagement et son exécution. Merci. Merci Elisabeth. Y a-t-il des questions? Monsieur Sauvert. Oui, un peu plus, c'est plutôt sur la forme. Je regardais là les différents avenants et notamment sur la concession d'aménagement de la ZAC des Nieux. Sur le document programme, c'est une remarque, hein, on pourrait essayer de demander à ce qu'il y ait des plans, des schémas un peu plus précis parce qu'on a de la difficulté à lire les légendes et à bien identifier. Donc je ne sais pas comment ils ont intégré ces photos, ces images, mais c'est pour nous illisible. Voilà, notamment sur les légendes. Par exemple, sur la page, si je ne me trompe pas, 9 sur 30. Voilà. Ça, c'était la chose que je voulais vous faire remarquer. Si on veut aller un peu plus loin dans le détail, on a des difficultés. L'agrandissement à partir de l'écran, tout est flou. Voilà. Donc, je saurais bien qu'on ait à disposition un document où on peut travailler dessus. C'est noté. Et je pense, mais ça que vous me répondrez plus tard, sur les voiries notamment, c'est ce que j'ai regardé, je trouve que ça manque de précision. J'imagine que vous allez travailler un peu plus là-dessus avec l'aménageur. C'est en construction, donc tout ça est à faire. flou Quoi. sur les démarches. C'est très, pour l'instant, c'est très schématique. Hein. On n'a pas commencé à travailler sur le détail. Ça peut dénoter aussi qu'il y a des choses qu'on ne veut pas aborder là et qu'on verra plus tard. Non, du tout, c'est pas le but de... D'accord, ok, on note. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et nous passons à la note numéro 10 concernant la présentation du rapport annuel du délégataire du service public d'exploitation des jeux du casino de Ballaruc-les-Bains pour l'exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Et c'est Laurent Hamon qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans l'optique d'apprécier les conditions d'exécution du service public délégué, la SAS Casino de Ballaruc-les-Bains a transmis un rapport annuel pour l'année 2025. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de délégation de service public et une analyse de la qualité des services. Sur le point du compte-rendu financier, sur le produit brut des jeux, le produit brut des jeux s'établit pour l'exercice considéré à 10 419 324 000 €,
contre 10 021 686 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 3,97%. La part versée à la commune s'élève à 1 351 614 euros, contre 1 297 370 000 euros pour l'exercice précédent. Sur la redevance contribuant aux activités culturelles, artistiques et touristiques de la ville, conformément au contrat de délégation de service public qui ventile la participation du délégataire à l'animation culturelle, artistique et touristique de la station, la participation du délégataire s'est montée à 72 409 euros, répartis entre partenariat sponsoring, participation à la vie communale et autres actions diverses. Sur l'analyse de la qualité des services demandés, les principaux indicateurs définis au contrat de délégation de service public sont les suivants. Concernant la fréquentation, 145 794 entrées ont été réalisées contre 136 000 au titre de l'exercice précédent. Concernant l'offre proposée, le casino a organisé tout au long de l'année diverses animations adaptées aux différentes périodes et détaillées dans le rapport, notamment des tombolas, tournois de machines à sous et autres soirées. Concernant l'effectif et la qualification des agents, 44 agents qualifiés sont mobilisés dans tous les secteurs du casino, que ce soit de l'administratif, les machines à sous, tables de jeu, sécurité et restauration. Concernant les actions de prévention et de dissuasion, le casino respecte des mesures d'information, d'orientation vers des associations de lutte contre l'abus du jeu, de détection et d'interdiction qui sont mises en œuvre. Compte tenu de tous ces éléments, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'examiner le rapport et le bilan, qui fait quand même beaucoup de pages, vous le verrez, et de prendre acte de cette communication et de cet examen. Merci Laurent. Y a-t-il des questions? Monsieur Sauverand. Oui, je regardais un petit peu les retours. J'ai regardé le rapport. Bon, c'est un rapport classique. On note qu'ils rebondissent depuis le Covid, mais je trouve que quand même ça va pas très loin au niveau de l'évolution. C'est très satisfaisant pour nous, c'est pas ça que je veux dire, mais par rapport à ce qu'on pouvait noter dans les années 2010-2020, avant le Covid, il me semble que c'était un peu plus important les retours. Ça bouge pas beaucoup du moins. L'activité. Il me semble que c'était 1,2 million. Moi, j'avais souvenir d'un chiffre comme ça. On est à 1,3 Donc là, il million. n'est pas très éloigné. Non. On est d'accord. Oui. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même recouvré quand même Ils ont leur rebondi après le activité. Covid. Et voilà. D'accord. Mais par rapport à la fois où on avait pu obtenir les 100 machines, puis après, M. Canova, je crois 20 machines de plus, je trouve que ça n'a pas évolué. Bon, on a changé de casinotier, je ne sais pas si on dit ça. Oui, tout voilà. à fait. Mais je trouve que c'est pas flot. Oui. Après, ils font les mêmes chiffres. C'est un nouvel exploitant. Enfin, ça fait quand même plus de 5 ans qu'il est là maintenant. Donc, voilà. 5 ans, oui. Est-ce qu'ils ont identifié des raisons qui font que ça évolue pas? Est-ce que c'est pour ça qu'ils prévoient de déplacer le casino? Après, la concurrence, elle est quand même forte sur le secteur. Hein. On a Agde, Sète, Palavas, la Grande Motte. Enfin, c'est très concentré. Est-ce que c'est les mêmes évolutions ailleurs, par exemple? Ça, on n'a pas forcément les chiffres. Pas les éléments pour? Non. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent se rapprocher de l'autoroute, justement pour être à proximité de la sortie de l'autoroute, pour justement être en concurrence, pour récupérer un peu de clientèle montpelliéraine qui serait à distance entre Palavas et Ballaruc. Vous voyez, est-ce que vous avez eu accès à un dossier d'études de chalandise? Non, pas plus que ça. Pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a eu un dépôt de dossier Non, aujourd'hui, il n'y a rien de... Parce qu'il me semble que M. Canova avait parlé du déplacement du casino, de l'utilisation de l'ancien, donc on va dire, bâtiment, qui serait propriété de la ville. Donc je pensais qu'on avait quelque chose de plus solide à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Non. D'accord. Parce qu'on a racheté les terrains de la Zarcom, on les a récupérés justement pour l'implantation du casino. Non? Pas à ce jour, non. Pas à ce jour? Non. Ah bon? Non. Non, c'est... Parce que j'ai vu que ça avait été nettoyé, j'ai vu que ça avait été
Ça, c'est oui, c'est même la SPLBT, je crois, qui est propriétaire des terrains. Donc, Ben oui, parce que c'est des terrains qu'on avait achetés, nous, il y avait le tennis à l'époque. oui, tout à fait. Parce que nous, l'objectif, c'était d'agrandir la FIO. Ça a été revendu par M. Gérard Canova À l'agglomération. Aglo, dans le cadre de la ZACOM, je crois que c'est comme ça qu'on Oui, doit dire. ZACOM, oui. Hein. Et il a été projeté de les racheter pour 2 millions d'euros, il me semble, je ne me rappelle plus. Je ne saurais pas la somme. Donc, ça en est où? À ce jour, c'est toujours propriété de la SPLBT. La commune n'a rien à ce niveau-là. D'accord. Non, non. Ça Parce veut que dire quoi? le projet ZACOM, il est toujours. L'aglo a un projet sur la zone. Donc, et en fait, le casino viendrait s'implanter sur cette zone-là. Oui, mais s'il vient s'implanter sur une zone qui appartient à l'aglo, quel est l'impact pour la commune? À quel niveau? Eh bien, si tant qu'il est sur la commune de Ballaruc-les-Bains. Ah, mais il sera toujours sur la commune. La commune, elle reste. Vous savez que l'aglo a toujours eu envie de récupérer les casinos. Hein? On sera vigilant. Vigilant, il faut faire le poids. Bah, apparemment, on fait le poids. Donc, Pour le moment. oui. C'était une Il boutade. n'y a pas d'amis là-dedans. Non. Y a-t-il d'autres observations? Puisqu'on ne vote pas sur cette question-là, hein. C'est juste une information au conseil municipal. Mesdames, Messieurs, Monsieur Diaz, pardon. Oui, Monsieur le maire, excusez-moi. On a été sollicité par des habitants pour deux choses. La première, c'était pour les bouées, qui est de la bande des 200 mètres, pour les nageurs qui disaient qu'ils étaient un peu confrontés à la problématique des bateaux qui pouvaient passer proches, parce que les bouées donc, de la bande de 200 mètres ont été positionnées un peu de partout, et ça s'arrête un peu au niveau du Beluga, jusqu'à après la cure. Donc bon, c'est des retours terrain qu'on a eu là-dessus. Donc, mais la demande, voilà. C'est quoi la demande? La demande, c'est que comme les personnes nagent dans la bande des 200 mètres, le fait de ne pas avoir ces bouées, donc pour eux, ils ne savent plus trop où ils en sont dans les 200 mètres. Ils sont entre les 200 et les 300 mètres? Voilà, on va dire ça. Donc c'est des bons nageurs. Vous pouvez peut-être leur conseiller de se mettre juste avant les 200 mètres. Je pense que ça serait beaucoup plus... Oui, mais la problématique, c'est que l'indicateur qui est la bouée n'y est pas. Donc pour eux, ils ont des difficultés à se positionner là-dessus. Donc ça, c'est une... Enfin, je vous fais remonter l'information. Ouais, voilà. Donc c'est... J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Et deuxième, dernière chose... manque parce qu'on le met tout le temps pareil, donc voilà. Pardon. Allez-y, monsieur. Excusez-moi. Et la deuxième chose, donc c'est une problématique de riverains sur la route de l'Arèche par rapport à un chien qui aboie depuis 2 ans. Peut-être que vous avez connaissance de... On m'a interpellé le jour du feu de la Saint-Jean, donc à ce sujet. D'accord, bon, ben, vous avez l'information. Par contre, j'ai oublié, vous aviez posé une question concernant la fresque, excusez-moi. Oui. Une question Non. écrite, non? C'était... Quand? Autrefois? Non. Là, pour ce conseil municipal, on a une question ouverte? Une question, oui. Vous avez envoyé un courrier sur la fresque. Ah oui, tout à fait. Par rapport au procès-verbal en fait, de dépôt de plainte, parce qu'on voulait avoir les circonstances des faits qui ont eu lieu. Et donc, nous, on a demandé la copie anonymisée du procès-verbal de dépôt de plainte. C'était pas ça par rapport au dépôt de plainte. Mais Eddy, je te laisse la parole. Comme non, ça, alors, la demande... je vais vous servir de secrétaire, hein, mesdames, messieurs, parce que vous n'avez pas l'air de savoir vos courriers. Donc, le courrier que vous avez envoyé, il date du 9 juin, et c'est pour objet demande de restauration de la fresque de la cabane de Lolo et opposition à son remplacement, signé par l'ensemble des élus de la minorité, et a demandé à mettre ce courrier donc à l'ordre du conseil municipal. Donc, je vais faire une redite, hein, puisque j'en ai déjà parlé lors de précédents conseils, j'en ai aussi parlé dans le magazine municipal, le Midi Libre s'en est fait aussi écho hier, donc chers collègues, m'excuserez d'être redondant sur ce dossier. La commune donc, a été confrontée à des actes de vandalisme et à plusieurs dégradations affectant la fresque. Avant d'envisager toute intervention, elle a entrepris de nombreuses démarches pour contacter l'artiste, afin de recueillir donc son avis sur le projet de restauration. Ces démarches ont été effectuées par téléphone, par courriel, par réseaux sociaux, via l'intermédiaire de différents partenaires, mais aussi par courrier avec accusé de réception. Concernant la temporalité de ces échanges,
les premières dégradations de la fresque sont apparues à partir du mois d'avril de l'année dernière. Les premières tentatives d'échange avec l'artiste ont eu lieu dès le mois d'avril, donc quelques jours après les premières dégradations. Malgré ces sollicitations répétées, dont, je le répète, un courrier recommandé qui a été envoyé au mois de juillet et qui a été récupéré par le destinataire quelques jours après, malgré donc ces sollicitations répétées, aucune réponse n'a été obtenue depuis. Face donc à l'absence totale de réponse de l'artiste, la commune a donc envisagé une solution alternative pour éviter que la fresque ne continue de se dégrader, et elle a donc travaillé avec un autre artiste, mais jamais, et j'insiste bien jamais, dans l'intention de changer l'ADN de cette fresque. Je profite aussi de rappeler quelques points essentiels. Le projet visait à une restauration et pas à une réinterprétation. La commune a toujours eu en tête l'obligation de respecter l'œuvre d'origine, et puisque les échanges qu'on avait eus avec potentiellement les futurs artistes qui auraient pu nous aider sur ce dossier, les échanges que nous avons eus avec eux étaient très explicites, et je prends une phrase d'un des documents qu'on a pu échanger avec les artistes, avec cette phrase précise qui était inscrite. « Cette restauration devra toutefois respecter l'œuvre d'origine et tendre à une restitution fidèle de son apparence générale. » Récemment, vous nous avez transmis les coordonnées que nous avions déjà, mais vous nous avez transmis les coordonnées de l'artiste et de son assistante. Dès lors, la commune a immédiatement adapté sa position en suspendant le projet en cours, en prenant contact donc avec l'auteur ou tout du moins son assistante, très difficile à joindre, je le reprécise, mais on a réussi à l'avoir quand même. Et on va chercher à avoir un dialogue constructif concernant ce dossier. Les échanges qu'on a pu avoir font que et l'artiste et l'assistante nous ont renvoyé au mois de septembre. Donc, messieurs, dames, la fresque va être bâchée encore pendant quelques semaines. Conclusion donc, la commune a respecté le droit de l'auteur, elle a toujours agi avec diligence, elle a tenté à de multiples reprises de contacter l'artiste, elle a cherché à préserver l'œuvre sans jamais vouloir changer l'ADN, je le répète, suspendu donc le projet dès lors que l'artiste s'est manifesté. Vous nous posiez la question concernant l'agenda et le budget, eh bien j'en saurai plus avec les échanges que j'aurai avec l'artiste ou son assistante. En tout cas, la ville a toujours défendu une vision de la culture comme bien commun, comme héritage partagé et comme responsabilité collective. Toujours dans le respect absolu de l'œuvre d'origine, toujours avec la preuve que nous avons tout tenté pour associer l'auteur, et enfin, toujours avec la conviction que la culture appartient à tous et que c'est notre patrimoine. C'est un petit peu l'héritage de ceux qui n'en ont pas. Je vous remercie. Merci Eddy pour ce complément d'information. Je voudrais également apporter une réponse à M. Sauvert qu'il avait formulée lors du dernier conseil municipal concernant l'ISFE des agents de la police municipale. Vous vouliez connaître le montant de la masse salariale de l'APM. Donc, c'est 630 000 € pour 10 agents. Et l'augmentation de l'ISFE qu'on a monté à 27% représente 7 300 € annuels. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, ce conseil est maintenant terminé. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite un bon été.